c'est sûr. Chercheur, professeur à l'ICP, spécialiste des relations art-société. Jérôme Rion, bonjour chercheur, vous êtes avocat, vous êtes vous-même réserviste citoyen, ancien aspirant au 2e REI, j'y comprends rien, les acronymes des militaires, merci beaucoup, et ancien réserviste opérationnel à la Brigade légère blindée, membre du Cercle Fontenoy, groupe de réflexion du CEMAT, et à l'initiative du premier concours national des classes de défense et sécurité globale. Et puis enfin avec nous le jeune de la bande, il en fallait bien un. Bonjour Andrien Barocas, vous êtes avocat réserviste opérationnel du 7e BCA. Merci beaucoup. Membre du Cercle des volontaires de l'armée de terre, réseau d'alumni du partenariat Grandes Écoles, de volontaires aspirants de l'armée de terre et de double diplômés. Incroyable. Bon. Voilà. Alors pour rappeler le contexte que vous ont déjà présenté les généraux, l'armée de terre fait face à des enjeux majeurs, ça je crois qu'on le sait. La jeunesse, le recrutement, la montée en puissance du service national, la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. Comment ces pièces s'articulent-elles? Comment la réserve citoyenne peut-elle être un levier au service de la jeunesse? C'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. On commence tout de suite avec notre premier thème, la jeunesse et l'armée, les perceptions et les attentes. On va essayer de comprendre comment les jeunes perçoivent l'armée de terre aujourd'hui, ce qui les attire, mais aussi évidemment ce qui les freine. Adrien Barocas, on a évidemment commencé par vous, donc, en tant que jeune volontaire, c'est quoi les idées reçues, les questionnements de votre génération sur l'engagement militaire? Bonjour à tous. Donc, oui, je dois prétentieusement représenter la jeunesse. Je vais essayer de le faire au mieux. Je suis honoré d'être présent aujourd'hui. Il y a évidemment des idées reçues. Vous vous en doutez sur l'armée de terre. Et l'armée de terre a une bonne vision. Je rassure l'Assemblée. En tout cas, je le vois chez mes camarades. Le chef d'état-major de l'armée de terre parlait de bascule de l'ordre du monde, une bascule majeure de l'ordre du monde. Donc il n'y a pas de naïveté déjà. Je vois chez mes camarades jeunes. Alors, je ne sais pas ce que ça englobe, cette classe d'âge de la jeunesse. On voit aujourd'hui qu'il y a des menaces protéiformes. Il y a la guerre. La guerre, elle existait avant aussi, mais là, on a la sensation qu'elle se rapproche. Et donc, il y a quand même cette idée reçue majeure que l'armée de terre, elle est là pour faire la guerre. Voilà, c'est un peu le stéréotype. Et c'est vrai, mais au-delà de cette idée reçue, il y a de l'admiration aussi pour le sens de l'engagement, pour ce que ça représente. Il y a une vraie admiration pour l'ensemble des personnes qui composent l'armée de terre. Forcément, il y a un peu de peur aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'institution. Et moi, je vois qu'il y a une opposition déjà entre les gens qui ont grandi au contact de l'armée de terre, donc soit dans des territoires, on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément d'unités, mais il y a quand même des territoires français qui sont mieux dotés que d'autres au niveau armée de terre, ceux qui ont grandi à leur contact et les autres. Et donc forcément, quand il y a une méconnaissance de quelque chose qui est lié à pas de la violence légitime, mais en tout cas une idée de défense, ça fait peur. Mais je retiens surtout cette admiration, et puis cette volonté aussi, on dit que la société s'individualise, oui, je pense que c'est vrai, je ne suis pas sociologue, mais en même temps, il y a cette quête de sens et il y a cette volonté de s'engager aussi. Donc ça fait partie des idées reçues positives qu'il y a sur l'armée de terre, c'est de pouvoir s'engager. Parlez-nous du cercle des volontaires. Qu'est-ce que c'est le cercle des volontaires qui rassemble? Alors, en 2 mots, le cercle des volontaires, c'est une entité qui a été créée et qui fonctionne sous l'égide du FRAP, donc le pôle rayonnement de l'armée de terre. Et qui rassemble en fait, alors plutôt des cursus officiers, mais c'est d'anciens volontaires aspirants de l'armée de terre, des doubles diplômés, le partenariat Grande École, qui est un programme qui permet à des étudiants de Grande École d'aller passer 6 mois dans les forces, donc en passant par Saint-Cyr-Poitiers-Quidan, en allant dans les unités. Et donc aujourd'hui, on a ce cercle qui permet de faire vivre une population acculturée déjà aux questions de défense et à l'armée de terre, et de brasser un petit peu les différentes catégories d'âge, les différentes promotions, et de rencontrer des chefs militaires et d'autres acteurs impliqués dans le monde de la défense. Merci beaucoup. Bénédicte Chéron, vous observez depuis longtemps les relations entre les armées et la société. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de la compréhension des armées et d'un éventuel engagement militaire par la jeunesse?
Alors d'abord, merci de nous offrir cette occasion de réflexion collective. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est une bonne nouvelle si c'est un présupposé désormais pour les jeunes Français que l'armée de terre est là pour faire la guerre. Parce que ça a l'air d'être une évidence, mais je vous promets, alors je vous demande de me croire sur parole parce que je suis pas venue avec mon carton d'archives, que ça n'allait pas de soi déjà dans les années 1970. Donc on sort d'une longue période pendant laquelle ça n'était pas une évidence. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont plus claires, et ce que dit Adrien Barocas est confirmé par des données dont nous disposons désormais, alors qui sont les données des sociologues, mais qui peuvent être fiables aussi, il n'y a pas que les historiens qui peuvent avoir raison. Et ces données montrent qu'effectivement, la compréhension que la jeunesse a des armées en général et de l'armée de terre en particulier est bien davantage articulée à la spécificité militaire, c'est-à-dire au fait qu'une armée est faite pour porter un dommage à un ennemi sur l'ordre de l'autorité politique. Voilà, donc dans une cause non choisie et par l'exercice d'une violence collective. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et évidemment, ce brouillage sur la fonction militaire, en fait, il s'est quand même déployé des années 70 aux années 2000. On a encore cette perception-là par la jeunesse dans les années 2000, en s'accroissant en raison de tout ce que vous connaissez, des emplois de la force non assumés comme tels dans certaines opérations extérieures, la fin de la guerre froide, etc. La seconde chose qu'on peut dire, c'est qu'on a aussi des travaux qui montrent que, et c'est long parce que j'avais vraiment prévu de partir sur ces deux points, donc on ne s'est pas concerté, on a aussi des travaux qui montrent qu'on est dans une situation un peu paradoxale en fait, où il y a à la fois l'aboutissement d'un long cycle de ce qu'on appelle l'individualisation des valeurs, c'est un peu jargonnant, qui n'est pas l'individualisme. On peut avoir une société individualisée, c'est-à-dire on choisit nos modes de vie, on choisit les normes auxquelles on veut accepter de se soumettre, etc., tout en étant très altruiste et très généreux. Donc c'est pas forcément de l'individualisme, mais on a l'aboutissement de ce long cycle, et dans tous les milieux sociaux, culturels, y compris ceux qui pensent échapper à l'individualisation. Et en même temps, des jeunes Français, mais comme tous les Français, mais plus que les autres Français, chez qui se manifeste depuis les années 2000 un sentiment de fierté nationale de plus en plus fort, et une demande de manifestation de l'autorité de l'État. Donc c'est évidemment un peu paradoxal, parce que l'autorité de l'État ne va pas forcément de pair avec l'individualisation des modes de vie, des choix, mais il y a cette donne-là, qui évidemment ne rend pas compte de toutes les fractions de la jeunesse qui sont très en opposition ou très en affirmation d'une contradiction par rapport à ces tendances qui sont des tendances globales. Donc on en est à peu près là, avec quand même, je dirais, et parce que peut-être on en parlera par la suite, un paysage perçu des menaces qui est très anxiogène, avec des crises très entremêlées. Je reviendrai sur ce mot de crise, parce qu'en fait c'est pas si simple que ça de comprendre dans quoi on évolue, quand toutes les autorités civiles et militaires, il faut bien le reconnaître, invoquent tout le temps l'idée de ces crises entremêlées, intérieures, extérieures, qui se mêlent les unes aux autres sans que les scénarios soient très clairs. Merci beaucoup. Général Goujon, comment l'armée de terre s'adapte pour les jeunes? Quels sont les leviers pour mieux les attirer, les accueillir et les fidéliser? Alors, s'adapter, c'est pas nouveau. On s'est toujours adapté. La génération Z, elle n'est pas arrivée l'année dernière. La génération Z, elle monte en puissance depuis plusieurs années, puis la génération d'après est en train d'arriver. C'est une génération qui a des caractéristiques propres, des vraies qualités, quelques travers. On adapte notre manière de lui parler, on adapte notre manière de la former. Quelle qualité et quel travers? Et alors, pour y arriver, en fait, je vais ajouter une dernière phrase qui est que faut pas qu'on regarde la jeune génération comme la génération au-dessus de la mienne m'a regardé quand je suis rentré dans l'armée de terre. Voilà, parce que j'avais des qualités, j'avais aussi des travers pour eux. En fait, tout ça, ça glisse tout doucement. En fait, l'armée de terre, elle s'adapte en permanence, d'année en année, imperceptiblement, mais pour une raison toute bête, c'est que l'armée de terre, c'est la jeunesse. Nos cadres, nos sous-officiers sont des garçons, des filles qui ont 20, 21, 22 ans. Nos jeunes officiers, quand ils arrivent à la tête de leur section, ils ont 23 ans, 24 ans. Donc, ils sont la jeunesse. Alors, quelles sont ces qualités, quels sont ces travers? La génération actuelle est une génération qui est marquée par l'inquiétude et l'insécurité.
mais qui est une insécurité globale. Ils ont une perception très aiguë des menaces extérieures. Il y a aussi de l'insécurité économique, c'est une génération qui est écrabouillée économiquement. Voilà, elle porte le poids de l'économie sur ses épaules. Ils sont payés au lance-pierre, pour dire les choses simplement. Et donc ils ont une énorme pression vectrice d'insécurité. Ils sont dans l'insécurité affective. MeToo est passé par là. Alors, les garçons de 18-20 ans aujourd'hui, ils portent ça sur les épaules. Donc on a une génération qui est structurellement inquiète. Ça pourrait être un problème, mais c'est vecteur de quelque chose d'extraordinairement positif. C'est la nécessité d'agir. Et donc c'est une génération qui sent qu'elle va devoir agir. Et je rejoins tout à fait ce que disait Bénédicte Chéron, avec qui, du coup, on va faire un vrai pape 2 pendant toute la séance. C'est une génération qui a besoin d'agir à son niveau. C'est une génération qui cherche avant tout le sens. Ils sont bacheliers en bullshitologie, licenciés en bullshitologie, titulaires d'un master en bullshit et ils rentrent en doctorat en bullshitologie et ils en sont parfaitement conscients. La société est très anomique et ils sont à la recherche d'une action personnelle, d'une vie professionnelle qui ait du sens. C'est ce qui brille d'ailleurs leur engagement dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un job qui n'est pas porteur de sens, vous vous arrêtez à 18h, il n'y a pas de raison d'aller au-delà. On peut voir ça comme un défaut, moi j'aurais plutôt tendance à voir ça comme une qualité. Ensuite, la deuxième chose, c'est la question du cadre. Ils ont grandi dans une société totalement anomique, totalement atomisée, et ça leur pèse. C'est une génération qui a besoin de solidarité, qui a besoin de fraternité. Moi j'aime beaucoup l'expression de l'individualisation des valeurs parce que c'est exactement une des raisons pour lesquelles l'armée de terre leur parle. Alors ils ont quelques travers, ils vivent avec un smartphone greffé au bout du bras, bon, très bien, nous aussi, voilà, ce ne sont pas les seuls, et on peut en faire une qualité. Par exemple, ce sont des jeunes qui ont appris à coder au collège et au lycée. Qui dans cette salle sait coder? Moi je ne sais pas coder. Donc c'est une génération pour qui le fait numérique est différent de la manière dont nous l'avons abordé, mais c'est beaucoup plus nativement intégré avec une couche de compétences techniques. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les attirer? En fait, c'est tout simplement exploiter tout ça. L'armée de terre est une institution. Ils vous connaissent, l'armée de terre? Pardon? Est-ce qu'ils vous connaissent? Alors, justement, en fait, l'armée de terre est une institution, on incarne l'institution militaire. Quand vous prononcez le mot militaire, intuitivement, ce qui vient à l'esprit du jeune citoyen, c'est l'armée de terre. C'est pas le marin, c'est pas l'aviateur. Voilà, ça c'est très mesuré. L'armée de terre incarne l'institution militaire. On est très connu, tout le monde nous connaît. Même les jeunes urbains, tout le monde nous connaît. En revanche, on est très mal connus. On est très mal connus au sens où la diversité de nos métiers est absolument pas mesurée. Pour le jeune français, un soldat de l'armée de terre, ça a un fusil entre les bras, un couteau entre les dents. Ça méconnaît totalement qu'on est le deuxième opérateur aéronautique du pays, qu'on est le premier acteur cyber de l'État, etc., etc. Ensuite, l'autre aspect, c'est qu'on est parfaitement connu pour les valeurs qu'on porte. Ce sont des choses qu'on mesure aussi très précisément. On panélise beaucoup. Quand on demande à un jeune Français pris au hasard de citer spontanément 3 valeurs qui représentent l'armée de terre, que l'armée de terre semble incarner pour lui, il répond spontanément une de nos valeurs de référence, la fraternité, le mérite, le dépassement, la responsabilité. Ça, c'est extrêmement marquant. Donc le point clé pour nous qui sommes très connus mais mal connus, c'est de nous incarner. Et donc d'aller à la rencontre des jeunes Français, parce que l'armée de terre, l'essayer, c'est l'adopter. Et donc dès qu'ils nous rencontrent, dès qu'on parle avec eux, ils se rendent compte que l'armée de terre incarne quelque chose qui résonne très profondément. En fait, dans cette génération, un peu écrabouillée par le poids du reste de la société, qui cherche du sens et qui cherche un cadre, en fait, on est en creux tout ce qu'ils recherchent. Sauf qu'ils ne le savent pas tous. Les jeunes qui sont au contact de nous le savent plus ou moins confusément. Ceux qui en sont éloignés, ils ont juste besoin de toucher du doigt. Et donc pour nous, le point clé, c'est de nous incarner et donc qu'ils nous rencontrent. Et je reviendrai sans doute tout à l'heure, c'est un de vos rôles. Leurs parents ne le savent pas non plus. Vous nous racontiez en préparant le débat que vous aviez suggéré à quelqu'un qui vous disait « moi j'ai des problèmes avec mon fils », etc. Vous lui aviez suggéré
l'armée de terre. Le recrutement, c'est un travail de tous les instants. Pas une minute de perdu. Non, les prescripteurs, comme on dit techniquement, en fait, les parents, les amis, etc., en fait, ont un rôle absolument clé. Et la réserve citoyenne, à mon sens, a un rôle à jouer pour faire connaître cette réalité. Les parents ont très souvent une idée faussée. La génération au-dessus de la mienne est très marquée par le service militaire, par une forme de nostalgie complètement hors sol de nos jours, et l'image de l'adjudant Cronenbourg dans Charlie Hebdo. Donc on a un vrai travail à faire sur les prescripteurs pour corriger l'image d'une armée d'avant. L'armée de terre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'armée de terre des 30 ou 40 ans dans laquelle ils avaient fait leur service national. Donc on a un vrai travail à faire avec les parents et on est très présent sur tous les réseaux sociaux, on est bien sûr sur Insta et sur TikTok, on est sur Facebook. Et sur Facebook, c'est pas pour parler à des jeunes de 18-20 ans, ils n'y sont pas. Voilà, on parle pas. Merci Général. Alors je me retourne vers vous, Géraud. En tant que réserviste citoyen, parlez-nous de votre initiative nationale qui embarque les classes défense. Comment ça fonctionne? Quel type de jeunes vous rencontrez? Et qu'est-ce que vous percevez vous aussi de leurs attentes par rapport à l'armée avant qu'on s'envole? Alors, je vais profiter de ce souffle qui parcourt actuellement cette salle, dont je vois la pénombre, mais dont je ne doute pas de l'attention. Je vais m'adresser d'abord, je profite de votre question, Anaïs, pour m'adresser du coup à mes camarades, hommes et femmes réservistes citoyens. On parle de jeunesse, on parle d'opération, de l'armée d'actifs, de la réserve opérationnelle, et on pourrait se poser la question de savoir si nous sommes concernés. Et je le pense profondément. Je le pense profondément parce que nous sommes des hommes et des femmes de mémoire. Et comme l'avait dit le maréchal Foch, vous le savez, un homme sans mémoire est un homme sans vie, et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et cette initiative, en fait, est née d'abord de la mémoire. Puisqu'en fait, dans des activités autres que les activités de réserve au sein du PRAT, j'ai été amené à redécouvrir un personnage fascinant qui aurait pu être, comme vous et moi, comme nous tous. C'est la personne d'André Dzirneld, qui a été un grand héros de la Deuxième Guerre mondiale et qui avant était professeur de philosophie. Et j'ai retenu une phrase qui est dans son petit livre rouge que son neveu m'a montré. « Sois aujourd'hui ce que tu veux être toujours. » Et je pense que c'est une belle phrase de départ pour nous tous. Parce qu'en fait, cette initiative, je suis persuadé que vous la menez tous à votre échelon, où que vous soyez dans tous les territoires. Elle n'a rien en tant que telle d'exceptionnel. Chacun, vous pouvez mener des initiatives. C'est ce que l'armée de terre attend de vous, et c'est ce que les jeunes attendent de vous. Et pour répondre à votre question, précisément, Anaïs, les jeunes que j'ai vus, que le général Schill a vus, puisque ce concours était sous son haut patronage, en fait, ces jeunes, ils nous ont fascinés, mon général, je pense. Vous avez été au contact des classes qui avaient été lauréates. On a eu de tout. Sur ce premier concours, on a eu 160 classes de défense sur un peu plus de 500 dans l'armée. Alors que les adresses mail n'étaient pas les bonnes, forcément, qu'il y a encore beaucoup de difficultés pour des professeurs de sortir de la tranchée et de dire je vais mener une initiative avec une unité militaire pour des jeunes collégiens. C'est vrai, mais on en a quand même eu 160. Et on a eu une magnifique surprise avec des jeunes très attentifs. Bénédicte, vous l'avez écrit dans votre livre dont je fais la publicité par la même occasion, comme l'aurait fait Bernard Pivot, mais donc Mobilisé, qui est un très bon ouvrage. Et vous parlez d'un attachement qui est encore vrai aujourd'hui, c'est celui du souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi? Parce que probablement, dans beaucoup de familles, beaucoup plus qu'on ne croit, il y a un arrière-grand-père, un grand-père, un ami, qui montre une présence physique de la guerre. Et donc ces jeunes nous ont montré qu'ils étaient capables de se mobiliser, qu'ils produisaient des textes tout à fait valables et bien écrits,
qu'ils utilisaient toutes les formes de médias, et c'est peut-être là où on peut les attendre, c'est de nous secouer sur des formes de communication sur lesquelles on n'est peut-être pas très agile. Et ils nous ont montré un attachement à la mémoire, au souvenir, et la classe qui a gagné était une classe du 13e arrondissement qui, de façon assez intéressante, avait fait le tour des plaques commémoratives, et le tout avec un intérêt peut-être plus centré sur la mémoire que sur l'armée de terre en tant que telle, mais avec une envie de découvrir et une ouverture d'esprit poussée par ce qui donne confiance. C'est quand même la présence encore aujourd'hui de ce qu'on pouvait appeler les hussards noirs de la République, puisque nous avons vu des professeurs d'histoire tout à fait remarquables qui ont poussé leur classe avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer dans tous les endroits de France pour produire ces textes, ces slams, je ne savais même pas ce que c'était, vraiment, et les vidéos. Voilà. Merci beaucoup, Géraud. On en vient à notre deuxième thème, Gérard, si vous voulez bien, le recrutement d'armées actives et de réserves opérationnelles, les enjeux, les innovations. Comment attirer les jeunes dans l'active et dans la réserve opérationnelle, avec quels outils? Quels sont les enjeux de l'armée de terre en matière de recrutement, puisque vous êtes le premier recruteur du pays, si je ne me trompe pas? Quel profil vous recherchez prioritairement aujourd'hui et comment vous gérez la concurrence avec le secteur privé? L'armée de terre, c'est le premier recruteur du pays et de loin. Alors, on recrute environ 15 000 jeunes chaque année. En rythme moyen, ça fait de nous le premier recruteur. Parfois, on se fait doubler par Carrefour, de temps en temps. Mais en moyenne annuelle, on est le premier recruteur du pays, avec un problème qui, en revanche, est absolument spécifique, c'est le double défi de la masse et de la qualité. On doit recruter 15 000 jeunes. Je vais donner quelques chiffres. Donc, on est un peu au-dessus de 800 000 jeunes par classe d'âge. On s'efforce d'en toucher entre 350 et 400 000 dans l'année, d'en rencontrer physiquement entre 350 et 400 000 dans l'année, de manière à générer un petit peu moins de 50 000 rendez-vous dans les centres d'information recrutement. Quel beau pays que la France, quelle belle jeunesse que la jeunesse française, où un peu moins de 50 000 jeunes chaque année poussent la porte d'un centre d'information recrutement. C'est plus de 5% d'une classe d'âge. Quand je donne ce chiffre à mes homologues des armées européennes, ils pensent que je mens. Donc il faut qu'on génère un flux absolument monstrueux pour aboutir à 15 000 recrutements. Mais l'autre défi, c'est d'abonder 117 métiers différents, tous les métiers possibles, tous les métiers de l'activité humaine. En fait. Une armée de terre, c'est comme une ville qui se déploie. Bon, évidemment, on a des combattants. Vous connaissez tous le fantassin, le tankiste et l'artilleur. Mais exactement comme une ville, on va devoir déployer tous nos réseaux de télécommunications, nos réseaux informatiques, nos réseaux d'eau, nos réseaux d'électricité, nos réseaux d'approvisionnement pétrolier, etc. etc. Donc, on a un vrai facteur de complexité lié à la diversité des métiers. Et puis un deuxième facteur de complexité qui est qu'on sert 80 régiments, mais en fait au total on sert 350 employeurs dans l'armée de terre et puis à l'extérieur de l'armée de terre, le service de renseignement, le service de l'énergie opérationnelle, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement complexe. Et notre principal défi réside dans le fait que le jeune français est décidément quelqu'un de remarquable, puisque 80% d'entre eux, quand ils poussent la porte d'un centre d'information recrutement, déclarent vouloir être parachutiste ou chasseur alpin. Ne riez pas, c'est mon problème. Et je vais devoir le transformer en mécanicien aéronautique, en spécialiste de la cybersécurité, etc., etc. Donc le principal défi pour nous, c'est d'arriver, c'est dans un premier temps de faire connaître le métier et de donner l'idée. En fait, le premier temps du recrutement est un temps très amont auquel contribuent les classes de défense, auquel contribue toute l'action de tous les jours auprès de l'éducation nationale, auprès de toutes les organisations de jeunesse, pour tout simplement nous faire connaître, planter une petite graine qui va grandir progressivement pour, dans un deuxième temps, donner l'envie.
Donner l'envie, c'est rencontrer le jeune, le toucher dans une période d'âge utile, 17, 18, 19 ans, de manière à amorcer un projet. Et là, tous les moyens sont bons. Pour dire les choses assez simplement, vous avez la grosse machine du marketing, puisqu'il faut aller toucher les jeunes là où ils sont, dans leur code de langage, dans leur code visuel. Donc, si je fais de la publicité à la télévision, ce n'est pas pour toucher les jeunes de 18-20 ans, c'est pour toucher des prescripteurs avant tout. Parce que les jeunes de 18-20 ans, je vais les toucher sur leur smartphone, avec un marketing digital qui monte très en puissance. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi être présent dans les journées défense citoyenneté. Il faut être présent dans les lycées au titre de la campagne scolaire. Il faut être présent sur les activités patriotiques. Alors, en fait, il faut faire feu de tout bois pour être au contact le plus étroitement possible partout dans les territoires pour concrétiser l'idée et enfin donner l'envie. Général, sans faute de respect, vous êtes très séduisant, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent. Tous ces profils-là peuvent être tentés par des boîtes qui payent mieux, si j'ose dire. Parlez-en au Sénat. Enfin, c'est pas une question d'argent. En fait, c'est pas une question d'argent. Moi, je dépense 5 fois moins que l'armée de terre britannique pour son recrutement, et je fais mes chiffres à la fin de l'année, et j'abonde les métiers que je dois abonder. Je tiens mes objectifs en quantité et en qualité. Notre capital, c'est la jeunesse française. D'où vient l'attraction de la jeunesse française pour le métier des armes et pour son armée de terre en particulier? Elle vient de la trentaine d'années écoulées où l'armée de terre a montré qu'elle était une armée d'emploi. Quand vous êtes un jeune Allemand, la Bundeswehr n'est pas faite pour s'engager. Elle s'est engagée à l'extérieur. La Bundeswehr était présente en Afghanistan, mais l'image dans la société de la Bundeswehr est celle d'une armée de non-emploi, c'est celle d'une armée de défense du territoire. L'armée britannique a vu son recrutement s'effondrer après le désengagement de l'Afghanistan, avec très peu d'opérations extérieures. Le carburant du recrutement, c'est que l'armée de terre tient sa promesse. Elle fait une promesse crédible à la jeunesse française, une promesse d'aventure, une promesse de dépassement, une promesse de solidarité, et elle est parfaitement identifiée comme crédible dans cette promesse. C'est pour ça que la visibilité de nos engagements extérieurs est un sujet très important. Alors, on a besoin que les jeunes Français sachent que l'armée de terre est engagée partout dans le monde. En ce moment, on est sur des engagements moins visibles qu'à l'époque de l'Afghanistan ou du Sahel. Mais là où la corrélation saute absolument aux yeux, en 30 ans de professionnalisation, il n'y a jamais eu autant de volontaires à l'engagement qu'au moment de l'Afghanistan. Donc aujourd'hui, quand on me dit le contexte est anxiogène, ça doit faire peur, oui, ça fait peur aux mamans, on va dire les choses simplement. Le contexte d'aujourd'hui fait peur aux mamans. En revanche, il exerce, et ça c'est anthropologique, une attraction très profonde sur les jeunes Français, garçons et filles, parce que quand on a 20 ans, on a envie de bouger, on a besoin d'aventure. Et cette quête de sens dont vous nous parliez en préparant cette réflexion, c'est-à-dire que vous disiez, ils s'en vont, ils peuvent revenir parce que finalement, la quête de sens pour eux est très importante. Et alors ça, c'est un des travers justement de la génération Z, c'est sa mobilité. Ah. Et là, ils ont cette caractéristique très particulière de ne se sentir pas vraiment mariés. Ils sont beaucoup plus mobiles professionnellement qu'avant. C'est un défaut, enfin, quand j'écoute les employeurs, c'est un vrai défaut, on peut aussi le voir comme une qualité. En tout cas, pour nous, c'est devenu un atout, parce qu'il se passe une chose qu'on n'avait jamais vue avant, c'est l'élévation de l'âge à l'engagement. Donc statutairement, on peut s'engager comme militaire du rang jusqu'à 30 ans, comme officier jusqu'à 32 ans, mais on considérait que tout ça était un héritage du passé, que ça ne servait pas à grand-chose. On voit aujourd'hui, en officier, en sous-officier, des gens qui arrivent dans l'armée de terre en tant que deuxième, troisième, voire quatrième expérience professionnelle, parce qu'ils se sont levés un matin, ils se sont dit, mais en fait, je ne sers à rien, j'ai un bullshit job, voilà, j'ai un bullshit job, je ne sers à rien, il se passe des choses dans le monde et j'ai envie d'être utile. Et ce sont des gens qui ne viendront pas forcément pour 15 ans. Dans ma génération, on faisait carrière. Dans la jeune génération, en fait, les gens sont là pour une série d'expériences et vont ensuite partir faire autre chose. Donc ça, c'est notre nouveau défi RH. C'est d'être capable d'accepter que les gens partent et puis de les faire revenir. Et ça, c'est la deuxième chose qui se passe en ce moment dans l'armée de terre qui est très intéressante. C'est la reprise très sensible du re-engagement. On a eu l'année dernière, en 2025, plus de 600 personnes
qui se sont engagés dans l'armée de terre. Ils sont venus passer 5 ans, 8 ans, ils sont partis. Ils ont découvert que finalement la vie civile était anomique et désespérante, et ils ont décidé de revenir. Voilà. Donc il faut qu'on apprenne à les récupérer. Ils ont lu Astérix aussi. Exactement. Bénédicte, donc on parle avec le général de quête de sens. Quels sont, dans une société comme la nôtre, les leviers qui rendent possible des logiques d'engagement militaire plus conséquentes? Alors, c'est le moment où je vais prononcer les gros mots du sujet. En fait, quand même, la question de l'engagement militaire, elle soulève une question qui est celle de la manière dont une communauté se représente comme communauté politique sur la scène internationale et comme devant peser dans des rapports de force internationaux. Donc il y a quand même derrière aussi des questions très compliquées à traiter, que les armées en particulier, me semble-t-il, ne peuvent pas traiter elles-mêmes, et qui relèvent de l'état général du débat politique. Je vais citer mes éminents collègues stratégistes, spécialistes de pensée stratégique, qui rappellent toujours que la stratégie, c'est une science de l'espace, du temps, c'est une question de rapport aux autres, et puis c'est une question de rapport à soi-même, question de rapport à nous-mêmes. Et en fait, quand on essaye de soulever des logiques d'engagement dans une société, il faut que cette société soit au clair sur ce qu'est ce nous qui légitime les logiques d'engagement. Et c'est vrai qu'on est dans un paysage où ça ne va pas forcément de soi. Alors il y a la question des crises, le fait de toujours parler des crises multiples, etc., qui par ailleurs sont aussi, vous l'avez dit, générales, économiques, familiales, crise de l'intime depuis les années 70. Hein. On navigue dans ce paysage de crise, donc on arrive un peu au bout de l'exercice. Mais il y a aussi une question de périmètre de ce nous, en fait, quand on parle aux jeunes. Alors évidemment, je sais bien qu'à l'engagement, c'est pas forcément les questions qui viennent, mais pour que la communauté politique comprenne pourquoi ces jeunes s'engagent et les portent aussi, il faut que ces questions soient posées. Et le nous, c'est nous français, il n'y a pas de doute là-dessus, mais la société française est quand même traversée par des questions un peu taraudantes sur ce qu'elle est, sur ce qui constitue son lien social quotidien, son lien national quotidien, et puis il y a la question du nous français dans des alliances, l'Union européenne, l'Europe, qui sont deux choses différentes, l'OTAN, les Français dans l'OTAN, l'Europe dans l'OTAN, l'Union européenne dans l'OTAN, et on voit bien qu'en fait, on est quand même dans un paysage dont la lisibilité politique ne va pas de soi, et on sait que ça ne joue pas forcément sur le désir d'engagement à 20 ans. En revanche, on voit bien, et ça c'est quelque chose qui court aussi dans les archives depuis les années 60, hein, que cette question du nous, elle joue sur les prescripteurs, elle joue sur le caractère anxiogène du paysage, elle joue aussi sur des leviers très profonds dans une communauté politique qui font qu'il y a, alors on dit aujourd'hui l'esprit de défense, c'est une expression des années 60, pour que vous soyez conscients d'où viennent les mots qu'on utilise. L'esprit de défense, ça vient après l'acquisition de la dissuasion nucléaire, ça remplace mobilisation en fait. Et c'est beaucoup plus éthéré en fait que mobilisation précisément. Et c'est une des difficultés, je pense, c'est aussi d'arriver à mettre derrière cette expression d'esprit de défense des questions qui sont, elle est très bien hein, cette expression, j'ai rien contre, hein, je l'utilise aussi, mais d'essayer de mettre derrière des questions très concrètes quand même sur ce que suppose l'esprit de défense. Parce que pendant de longues décennies, il a aussi supposé cet esprit de défense en deux choses principales, consentir à l'impôt pour payer les budgets des armées, et ne pas laisser éclore trop de polémiques visibles et tonitruantes sur les emplois de la force à l'extérieur dans les opérations extérieures. En fait, c'est à ça que s'est résumé l'esprit de défense à partir des années 70, 80 et encore dans les années 90 et encore un peu dans les années 2000 quand même. Donc on est dans ces difficultés-là, je pense, qui sont aussi voilà tout ce champ de rapport à la défense de la communauté politique, qui sont des questions un peu lourdes à porter et que nous n'allons pas régler aujourd'hui ici. J'avais une deuxième idée, mais je suis en train de la perdre. Oui, pardon, et la deuxième chose, c'est pour repartir de ce que disait le général Goujon, c'est d'avoir, sur ce rapport entre les prescripteurs et les jeunes qui se présentent à l'engagement. En fait, la médiatisation des opérations extérieures dans les années 2000 et 2010, elle a été effectivement extrêmement accentuée. Il y a une visibilité, alors qui est très injuste en plus pour les opérations extérieures précédentes, notamment celle des Balkans, etc. Elle a été très accentuée, mais elle a été tirée vers la question de la mort. En fait, quand on fait des statistiques précises sur les sujets dans les journaux télévisés et à la télévision, ce que j'ai fait, un jeu passionnant, 1200 contenus télévisuels, en fait, ce qu'on observe, c'est que la télévision a beaucoup parlé des opérations extérieures en étant avec comme locomotive la question des morts dans les opérations extérieures. Et donc, il y a aussi quand même cette question d'une armée d'emploi
enfin, quand on est dans ce contexte d'une armée d'emploi et quand des morts surviennent, la tonalité sacrificielle, elle peut être un moteur de sens très fort pour des jeunes qui cherchent du sens, mais on sait aussi, dans le temps long, qu'elle peut être très dissuasive pour les prescripteurs. Et donc il y a aussi cette question de l'équilibre entre la tonalité sacrificielle et la finalité de l'engagement, qui n'est pas de mourir, mais plutôt d'essayer de vaincre, ce qui est plus exaltant, qui me semble toujours aussi à tenter de rééquilibrer, si tant est que la question se représente dans les mêmes termes dans les années qui viennent. Mais je vais rebondir sur ce point, puisque précisément, et ça peut être un axe pour la réserve citoyenne. En fait, on a deux discours complémentaires. Notre discours prescripteur est beaucoup axé sur la capacité d'apprendre, la capacité de progresser, la capacité de s'accomplir. Là où on va beaucoup plus axer notre discours vers les jeunes candidats sur l'aventure, le risque, la fraternité, le dépassement, etc. En fait, on a une segmentation du discours qui vise à s'adapter à ça, parce qu'on sent bien qu'évidemment, on parle de deux publics qui ont rigoureusement rien à voir entre eux. Adrien, si on se passe à titre personnel, qu'est-ce qui peut inciter, à votre sens, les jeunes à postuler dans l'armée, ou comme vous, à s'engager dans la réserve opérationnelle, et puis quels sont les freins aussi? Alors, je vais peut-être humblement faire une synthèse, et de toute façon, je vais complètement me retrouver en cliché dans ce que disait mon général. Le sens, on peut le trouver dans plusieurs activités. On peut s'engager dans des associations, on peut devenir travailleur social, mais je pense qu'il fait vraiment la différence pour l'armée de terre, c'est que on vient s'insérer dans une institution et au service de missions qui nous dépassent vraiment, et autour d'une idée de dépassement de soi. Et moi, c'est ce qui a fait la différence. La quintessence de l'engagement militaire, c'est que on est un élément utile au sein d'un système et d'une institution plus globale. Et dans une institution apolitique et qui a pour finalité le succès des armes de la France, et ça, il ne faut pas l'occulter. Il y a la sortie de sa zone de confort, et puis un autre aspect primordial, qui est presque un peu rassurant aussi quand on rentre dans les forces. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a l'esprit de corps. L'esprit de corps, c'est ce qui va permettre en fait de mener à bien une mission qui est difficile et aller jusqu'à l'utilisation légitime de la force. Et c'est ça aussi, je pense, qui est attirant quand on veut, et c'est ce qui fait qu'on va se tourner vers l'armée de terre. C'est cet esprit de corps qui fait que c'est une maison, on est avec ses camarades, c'est un peu un silo, et c'est un silo rassurant. Voilà. Les freins? Et les freins, il y en a. Évidemment, de toute façon, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais moi, les freins principaux que je vois dans mon entourage, le premier, c'est Bénédicte Chéran le disait, c'est la mort. Pour le coup, l'engagement militaire, il est quand même lié à cette idée de mort. Et ça, je ne vais pas l'occulter. Mais à côté de ça, je fais le lien aussi avec le fait qu'il y a peut-être un manque de recul. C'est une armée d'emploi, l'armée de terre, mais il y a une infinité de métiers. Alors, je ne sais même pas combien, il y a de centaines de métiers possibles dans l'armée de terre. Et donc parfois, il y a peut-être un peu des œillères, je le vois dans mon entourage, de dire, ok, je m'engage dans l'armée de terre, je deviens combattant 0-0, je vais dans l'infanterie, et puis je vais au carton, alors qu'il y a plein d'engagements possibles, y compris dans la réserve opérationnelle, dans la réserve citoyenne. L'armée a besoin de toutes les compétences et de toutes les volontés. Et le troisième frein, ça je le vois plutôt, je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais c'est la vie de famille, la difficulté de la vie de famille. Je le vois notamment avec mes camarades d'active. L'armée de terre a ceci de beau qu'elle est présente partout. Des territoires qui sont moins attirants parce que ça peut mettre en difficulté le conjoint par rapport à sa vie professionnelle. Donc c'est ça. Ensuite, les freins accessoires, je pense qu'on voit bien, et ça je suis d'accord avec vous en général, la dimension financière, c'est un aspect, mais c'est vraiment pas ça. En tout cas, c'est pas les échos que j'ai dans mon entourage par rapport au privé. Donc voilà. Et puis bon, il y a un peu de peur aussi de la rigidité de l'armée de terre. Voilà, c'est très rigide. On entend souvent parler de grande muette. Il y a la corvéabilité, mais ça c'est pareil. Je pense que ça c'est dépassé par la vocation de ceux qui s'engagent. Moi, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à l'engagement dans l'armée d'active, mais je le retrouve complètement dans la réserve opérationnelle. Donc, ce que je peux dire humblement sur les motivations qui sont, je pense, beaucoup plus fortes que les freins. Et j'espère que ça continuera comme ça. Merci beaucoup.
Jérôme, vous étiez réserviste opérationnel, vous êtes désormais réserviste citoyen. Comment vous envisagez vos missions vers la jeunesse dans cette nouvelle position? Et puis, quelle est votre analyse du rôle du réserviste citoyen dans la relation entre l'armée de terre et la jeunesse? Comme dit le général, les gamins, n'est-ce pas? Oui, mais alors, si je comprends bien, depuis ce matin, nous sommes aussi des gamins, puisque nous avons 25 ans, ce qui nous va bien à toutes et à tous, je pense. Il y a un premier élément, j'ai un peu envie, enfin, je ne sais pas si vous le sentez, et vous n'en avez peut-être pas besoin, mais j'ai besoin de faire du remonte en ligne pour nous tous, réservistes citoyens. Je pense qu'à un moment où la guerre est quand même proche, un général intervenant juste avant, le général Goujon nous rappelait, enfin le général Valère, nous rappelait qu'il y a un front à 50 km de nos troupes à l'est. Nous sommes face à la remontée de péril, et face à cette remontée de péril, nous devons montrer une détermination. Et je l'ai entendu ce matin, mon général, c'est le temps de l'action, 25 ans. Donc qu'est-ce que les réservistes citoyens et que veulent-ils devenir? Nous sommes des bénévoles, volontaires. Nous sommes des hommes et des femmes d'expérience. Et par ailleurs, nous sommes tous dans des endroits où il y a peut-être des déserts militaires et nous sommes au plus proche de l'échelon local le plus discret. Et c'est ça notre périmètre d'intervention. Et par rapport à ça, je pense que nous pouvons aider à avoir un impact sur la jeunesse en termes d'esprit, être capable en tant que père, grand-père, frère, sœur, mère, parents, de faire passer cet esprit de détermination dans la jeunesse, et je ne parle même plus de résilience. Et par ailleurs, action concrète, nous lançons le 2e concours national des classes de défense de l'armée de terre. Allez au contact des correspondants défense, que vous êtes peut-être d'ailleurs dans les mairies. Allez les voir pour les pousser à vous ouvrir les portes des collèges qui n'ont pas répondu présent malgré les sollicitations. Allez voir les mairies, allez voir les professeurs, et que demain nous ayons une capacité à appréhender peut-être 300 classes sur les 500. Vous vous rendez compte du nombre d'élèves que ça représente, et je rajouterai aussi, et c'est important, du nombre de professeurs qui, là encore, en sortant la tête de la tranchée, se disent qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne le pensaient. Vous avez dit que l'éducation nationale, en général, n'était pas hostile, hein, l'armée. Qu'est-ce qu'il compte? C'est une des choses qui m'ont surprise depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est de découvrir cette évolution profonde et même assez spectaculaire. Géraud le dit avec raison, les classes de défense, les moteurs, ce ne sont pas les élèves, les moteurs, ce sont les profs. Je vous avoue que quand on a préparé j'ai fait des têtes bizarres. Oui, et vous m'avez dit, non, vous vous trompez. Ouais. En fait, il y a dans l'éducation une couche incompressible d'antimilitarisme, dont on connaît l'affiliation. En tant que citoyen qui ne pose pas vraiment de problème, mais qui a dû poser quelques difficultés à mes prédécesseurs dans ma fonction actuelle. En revanche, couche qui devient minoritaire. Ça, c'est très intéressant. C'est que l'éducation nationale aujourd'hui, elle est dans une écrasante majorité favorable ou dans une indifférence bienveillante. Il y a des mondes très différents. Le monde de l'enseignement professionnel est très massivement favorable à l'armée de terre, qui voit, l'enseignement professionnel voit dans l'armée de terre un débouché très valorisant pour ses élèves, et on entretient avec les meilleures relations. L'enseignement général, on est dans des situations qui sont plus variables, mais l'intérêt pour les questions de géopolitique, par exemple, va en montant chez les lycéens. Ça suscite un vrai intérêt chez les professeurs, professeurs d'histoire et de géographie. Le fait d'avoir introduit la dominante AGGSP, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, a donné de l'ampleur à tout ça.
susciter un intérêt et du coup créer une proximité. Donc on est aujourd'hui dans une très bonne relation avec l'éducation nationale. Oui, juste pour partir de cette question de l'antimilitarisme et dans l'éducation nationale. Il y a bien sûr des questions idéologiques qui jouent dans les années 60 et 70, c'est incontestable, c'est notre moment antimilitariste en France. Il y en a aussi dans l'entre-deux-guerres, bon, en fait il y en a plusieurs, mais il est très marqué à ce moment-là. En fait, il a ressurgi dans les milieux de l'éducation nationale dans les 10 à 15 dernières années, quand on fait une veille un peu précise, à chaque fois qu'il y a une suspicion de voir le pouvoir politique utiliser les armées comme des acteurs de politique, comme des actrices de politique intérieure. Alors, j'ai l'impression de dire des choses un peu scandaleuses, mais en fait, à chaque fois qu'il y a un doute là-dessus, à tort ou à raison, en tout cas que cette suspicion existe, qu'il y a des sujets de brevet où on demande aux élèves non pas d'expliquer des choses, mais de soutenir une vision politique sur la politique de défense, ce qui est deux choses différentes. Il y a eu ça, un brevet des collèges, j'ai plus la date exacte, 2017-2018, où on demandait aux élèves de démontrer que le politique avait raison d'utiliser les armées pour la cohésion sociale, les missions de l'intérieur, etc., etc. Donc en fait, dès qu'on entre dans cette question-là, qui est une question de politique intérieure, ça suscite de l'antimilitarisme dans le milieu de l'éducation. Je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions, mais je vous donne cette information. Non, mais ça peut être un garde-fou pour les autorités politiques. Général, on va dire un petit mot maintenant du nouveau dispositif de service national. Bon. Quels sont ses objectifs concrets et puis comment il va être organisé. Quels sont les objectifs concrets du service national et comment vous l'avez organisé? Le service national tel qu'il se met en place, il ne se remet pas en place, il se met en place. Et il me semble très important de poser au tout début le fait qu'on est dans les mêmes mots, mais on n'est pas du tout dans la même réalité que ce qu'on a pu connaître jusqu'à il y a 30 ans. Ce nouveau service national, il a deux grands objectifs. Un objectif qui est très stratégique, qui consiste à augmenter les capacités des armées, renforcer, améliorer la surface de contact avec la jeunesse, impliquer davantage la société, engager davantage la société dans sa défense. Et puis il y a un autre volet à destination de la jeunesse qui est d'offrir une autre possibilité de servir. Parce que le service national pour 10 mois est une offre qui n'existait en fait pas vraiment. C'est des contrats de très courte durée à grande échelle, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Or, il y a une demande. Encore une fois, retour à ce qui est le produit, l'intrant de tout ça. La jeunesse d'aujourd'hui est à la recherche d'expériences courtes, est à la recherche de tests. Elle aime bien essayer avant d'aller plus loin. Donc, être capable de proposer une expérience pour 10 mois, c'est leur offrir la possibilité de venir après leur bac avant de commencer leurs études, de venir entre leur licence et leur master pour faire une césure, voire après leur master d'avoir une première expérience professionnelle pour moins d'un an avant de partir travailler dans une carrière civile. Donc ce service national, il est conçu vraiment dans cette double perspective par le prisme stratégique, et puis par le prisme de la jeunesse, mais bon, derrière, il y a aussi l'idée politique beaucoup plus élevée, il y a surtout l'idée politique beaucoup plus élevée, de réinstaller dans les esprits un vocabulaire, au-delà des dispositifs, réinstaller une idée, un vocabulaire, de manière à montrer l'intérêt, l'importance de l'implication de l'ensemble de la société dans sa propre défense. Donc ça va se mettre en place de manière très progressive. On a les 3000 premiers jeunes qui seront incorporés à partir de cet automne, 1800 dans l'armée de terre, 3000 en interarmée, pour monter à la fin de la décennie jusqu'à 10 000 dans les trois armées, dont 6 000 pour l'armée de terre. C'est une expérience courte, 10 mois, 1 mois de formation initiale, qui est la formation initiale du réserviste, durci. L'objectif étant de rendre employable un jeune dans une unité, de pouvoir le déployer sur Sentinelle, de remplir un certain nombre de missions simples,
voire de compléter un petit peu sa formation pour faire plus. Les aspirants auront une formation complémentaire en école de manière à pouvoir contribuer à des tâches d'encadrement. On n'est pas dans l'idée de ressusciter les AOR tels qu'on les a connus il y a bien longtemps, mais on a quand même la volonté de durcir un petit peu la formation de nos aspirants de manière à augmenter la palette d'emplois possibles. Et ensuite c'est parti. C'est-à-dire qu'on a 9 mois d'emploi dans l'armée de terre, dans les emplois les plus variés, des postes de combattants dans tous les types de régiments possibles, mais également des informaticiens, des cyberveilleurs, des infographistes, des graphistes, des preneurs de son, toute la palette ou presque, parce que le but c'est d'offrir à vraiment tous les jeunes, quel que soit leur bagage scolaire ou universitaire, la possibilité de servir, mais éventuellement de servir dans leur spécialité. Oui, formé. Alors, justement, l'idée, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité soit de faire complètement autre chose, d'être combattant, soit au contraire de militariser ses compétences. Et par exemple, on a une offre cyber qui est relativement importante. L'idée étant de venir faire un petit tour en tant que des fonctions simples de la cybersécurité. Mais pour être cyberveilleur, si vous avez une formation en bac pro ou en bachelor, vous pouvez travailler directement. En fait, on militarise les compétences assez vite. Bénédicte, ce type de service, est-ce qu'il peut modifier durablement la perception de l'armée par les jeunes? Et puis, quid du réarmement moral de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle recouvre pour vous, cette expression? Et jusqu'où on peut s'attendre raisonnablement, ou jusqu'où on peut en attendre raisonnablement quelque chose de la part des armées? Je suis un peu embêtée sur le réarmement moral, donc je crois que je vais éviter la question. Fondamentalement, pardon, c'est tout à fait personnel, ça n'a pas du tout une position de chercheuse. Je pense que fondamentalement, cette question-là, elle revient à la question de la famille, de tous les tiers-lieux éducatifs, etc. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, parce que l'idée qu'on va changer quelque chose, enfin, faut quand même être lucide sur une chose. Je sais que c'est assez difficile à entendre et c'est contre-intuitif, mais en fait, les armées ont une très forte capacité de socialisation par tout ce que vous connaissez dans l'armée de terre, donc je ne vais pas raconter ce que c'est. Mais en fait, dans la vie d'un individu, malgré tout, 10 mois, 12 mois pour l'ancien service, enfin, bon, la durée est variable, mais 10 à 12 mois, ça reste quelque chose d'assez bref en fait, et dans une trajectoire individuelle et collective, générationnelle. En fait, en l'état actuel des données dont on dispose sur les années 60 à 90, on n'a vraiment rien qui nous montre que ça a substantiellement modifié. Alors il y a toujours tous les exemples individuels qui existent, mais dans les masses, ça n'a pas freiné les grandes tendances sociales qui ont été à l'œuvre à partir des années 50 dans la société française. Le fameux processus d'individualisation, le rapport au patriotisme, etc. Donc il faut quand même être lucide sur cette question-là. Une fois qu'on a dit ça, le service national comme troisième voie d'entrée en fait dans les effectifs militaires, pour que ça fonctionne, il y a des conditions quand même à réunir. Alors j'ai tout à fait confiance, souvent je réponds ça aux journalistes, allez voir les RH dans les armées, ils sont très très forts. Il y a des capacités quand même, c'est pas de la flagornerie, extrêmement pointues pour arriver à faire coller des volontaires avec des besoins, etc. Donc ça, j'ai aucun conseil à donner là-dessus. En revanche, sur le plan de la capacité à être un levier de mobilisation pour la société, parce que c'est un peu ça la question qui est derrière, je crois que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait à aucun moment un doute sur la finalité du service national. Il y a deux écueils possibles à mon sens. Le premier écueil, c'est d'abord une question très mécanique et pratico-pratique. C'est-à-dire qu'à 3 000 jeunes, la question ne se pose pas. Mais à partir de 10 000 jeunes, 12 000 jeunes, 15 000 jeunes, 40 000, pourquoi pas, il y a une question qui se pose qui est de savoir dans quelle mesure il faut présenter une armée de terre extrêmement séduisante pour remplir les objectifs. Et en fait, toutes les logiques marketing qui sont à l'œuvre dans les années 60 pour présenter une armée de terre séduisante ont abouti à ce que l'armée de terre soit dépouillée de sa spécificité, de la finalité de ce qui fonde cette organisation, c'est-à-dire être capable et efficace dans la guerre. Donc là, il y a vraiment une question de balance. Et en fait, malgré toute la bonne volonté de l'armée de terre des années 60 à 90, il y a eu quelque chose de mécanique qui s'est opéré. Comme on ne revient pas à ce service militaire-là, je ne suis pas inquiète,
Mais malgré tout, je pense qu'il faut envisager cette question-là. À quel point, pour être séduisant, il faut renier une part de ce qu'on est aux yeux de l'ensemble de la société, parce qu'il ne faut pas parler seulement aux jeunes, mais aussi aux prescripteurs, mais aussi aux politiques, mais aussi, etc., etc., etc. Et puis il y a un deuxième écueil dans le renoncement à la spécificité, c'est le fait quand même que je n'ai pas de crainte pour la manière dont c'est compris dans les armées. J'ai en revanche une crainte sur les très fortes attentes politiques vis-à-vis des armées et sur le fait qu'il faut être lucide sur le fait que le service national ne peut pas répondre aux interrogations politiques fondamentales de la nation. En tout cas, il ne l'a pas fait par le passé. En fait, contrairement à ce qu'on pense, il l'a fait brièvement sous la Troisième République avant 1914, mais pas seul, et en fait partiellement. Mais à partir de l'entre-deux-guerres, déjà, il ne le fait plus, et c'est normal en fait, parce que ça n'est pas la fonction des armées de répondre aux interrogations politiques fondamentales de la nation. Et en fait, s'il y a mécompréhension sur cette question-là, sur la finalité, efficacité des armées, ou répondre aux interrogations politiques fondamentales de la nation, en fait, il y a un risque fort de réveiller l'antimilitarisme, d'empêcher les armées d'être efficaces dans leur fonction première, parce que des armées à qui on confie des chantiers politiques intérieurs, elles ont moins de temps pour s'entraîner à la guerre, ce qui n'est pas un exercice simple, et vous le savez mieux que moi. La dernière chose, c'est en conséquence, me semble-t-il, pour que ça fonctionne, que même si ces appelés volontaires seront seulement sur le territoire national, il n'y a jamais de doute sur le fait que ce qu'ils font est articulé à cette finalité. Et en fait, c'est aussi ça, cette grande difficulté, mais là, pareil, l'armée de terre connaît ça par cœur, d'articuler tous ces métiers à une finalité. Et ce qui a l'air évident aujourd'hui, c'est que tous les métiers de l'armée de terre sont articulés à cette finalité. Ça ne l'a pas été jusque dans les années 2010. Donc en fait, cette évidence, c'est une évidence très récente dont il faut avoir conscience. Parce que l'éclatement des métiers, l'éclatement de l'image, l'éclatement des compétences techniques que l'armée de terre peut dispenser à des appelés qui la rejoignent, en fait, ça en fait aussi une armée de formation pour la vie civile professionnelle. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'armée de terre a été perçue jusque dans les années 2000, quand ce n'était pas par la figure de l'adjudant Cronenbourg, parce que c'est quand même une question qui se pose aussi pour l'armée de terre, de savoir quelle est l'effet de son image dans ce dispositif. Là, il se dit quelque chose qui, à mon sens, est important pour vous permettre, en tant que réserviste citoyen, de bien parler du service national. Et ces choses-là sont parfaitement mesurées dans ce projet. Et l'objectif est bien d'avoir un service national à finalité capacitaire, stratégique. On n'est pas du tout dans l'idée d'un service national dont la finalité est la cohésion nationale. Ça sera peut-être un effet vertueux en aval, mais ce n'est pas du tout le moteur premier. Je disais tout à l'heure qu'il est très très important de ne pas s'inscrire dans la boîte conceptuelle d'il y a 30 ans. C'est une difficulté parce que tous les mots sont les mêmes. Je disais hier, ça pue la naphtaline. On parle de service national, le terme choisi c'est appelé. Enfin, il y a toute une phraséologie qui sent bon il y a 30 ans, et c'est une part de difficulté. Voilà. Mais il est très important dans votre manière de parler du service national, de bien souligner que l'objectif est de concourir à la protection du territoire, de produire des effets stratégiques, et non pas d'avoir comme premier effet la formation professionnelle, la contribution à la cohésion nationale. Ça viendra peut-être au second temps, mais c'est pas du tout la finalité première. J'en veux pour preuve qu'on s'est posé la question comment parler du service national dans le marketing. On a une campagne marketing qui est extraordinaire pour des recruteurs. On ne dit pas aux jeunes venez, ça va le faire. On leur pose la question est-ce que tu crois que tu peux le faire? Alors, on n'est pas un employeur comme les autres. On met les jeunes au défi de venir chez nous. On s'est posé la question faut-il faire pareil pour le service national? On est arrivé à la conclusion que oui, qu'on devait garder pour le service national le slogan peux-tu le faire, parce qu'autrement on tombait dans le risque de souligner bénédiction. Adrien et Jérôme, en quelques minutes, parce qu'on a pris déjà pas mal de retard, contrairement. Et juste un mot sur le service national tous les deux. Adrien. Bon, déjà, sans surprise, oui, je pense que moi, même si j'ai un peu dépassé la limite d'âge. Vous êtes notre jeune vieux. Oui, exactement. Oui, j'aurais été honoré et ravi de pouvoir participer à ce service national. Et juste, bon, pour pas m'étendre, mais je
je pense que la vraie force, il y a déjà des dispositifs qui existent aujourd'hui pour découvrir l'armée de terre, les préparations militaires terre, évidemment les journées d'appel à la défense, si ça s'appelle plus comme ça, mais moi ça s'appelait comme ça, préparation militaire spécialisée, volontaires aspirants, etc. Mais là, les jeunes, ils ont une volonté de mobilité, de découvrir quelque chose avant de s'engager. Et là, on leur donne la possibilité de le faire pendant 1 an, donc de se dire, ok, peut-être que j'ai peur, mais je peux y aller, il y a du dépassement de soi, et surtout, ok, c'est un vrai défi pour moi-même, peut-être que ça va me plaire. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui l'attente principale autour du service national. 3 mots, 3 phrases. Servir, évoluer et relier. Je pense que les mots ont un sens. Servir, ça n'est pas faire son service à tel endroit, c'est servir tel régiment. Et je pense que notre mission à toutes et à tous, c'est d'expliquer le sens de ce mot de service aux jeunes. Ensuite, évoluer, je pense quand même que tous ceux qui sont passés par cette expérience ont vécu une évolution d'eux-mêmes qui est déterminante pour la vie. Ce sont des volontaires dont nous parlons. Ce n'est pas le retour du service militaire avec la conscription. Donc là encore, les mots ont un sens, on s'adresse à des volontaires. Et c'est la mission que nous avons tous en tant que réservistes citoyens, c'est d'aller au contact de ces jeunes, de ces futurs engagés volontaires pour ce service, et de leur expliquer le sens des mots, le sens de l'engagement. Merci, Jérôme. Merci d'avoir fait bien compris. On arrive à un point qui vous concerne, à vous tous dans la salle, qui vous concerne vous tous dans la salle directement. Quel rôle doit jouer la réserve citoyenne auprès des jeunes? Général, quelles missions concrètes peuvent être proposées aux réservistes citoyens auprès de la jeunesse? Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis de ce que vous attendez de nos camarades réservistes auprès de la jeunesse? Ce qu'en tant que recruteur j'attends de la réserve citoyenne, c'est d'agir en ambassadeur plénipotentiaire. On avait commencé sur le mot ambassadeur hier, et en fait on a rajouté l'adjectif plénipotentiaire, parce que en fait nous ne sommes pas derrière vous pour vous dire quoi dire au sujet de l'armée de terre. En fait, vous allez partout, dans votre métier, dans votre réseau amical, dans votre réseau professionnel étendu, dans votre réseau politique, je sais encore, pour parler de l'armée de terre. Donc vous nous représentez, et vous nous représentez en particulier auprès de la jeunesse, les prescripteurs et les élus. Donc ce qu'il s'agit notre attente elle est très simple en tant que recruteur, c'est parler de l'armée de terre. L'armée de terre est un objet extraordinairement exotique dans la société française. Tout le monde nous connaît, mais personne ne nous connaît bien. Vous avez la chance d'être au contact de l'armée de terre, vous serez interrogé, parlez d'elle. Pour bien en parler, il faut la connaître. C'est ma deuxième attente. Voilà. Connaissez bien l'armée de terre. Et allez toucher toutes les jeunesses. Voilà. Bon, j'ai parlé de la jeunesse, des prescripteurs et des élus, mais toucher toutes les jeunesses. La thèse de défense du pôle recrutement, c'est Saint-Honoré-des-Laux. Bon, je vais être plus honnête, j'ai délégué quelqu'un, parce que je vais plutôt en Seine-Saint-Denis, ça m'intéresse un peu plus. Voilà. Allez voir toutes les jeunesses. Pas la jeunesse naturellement attirée par l'armée de terre. On est très marqué par la déshérence de la jeunesse rurale. On est très marqué par la déshérence de la jeunesse périurbaine. Allons au contact de toutes les jeunesses, pas seulement nos jeunesses habituelles, mais vraiment de toutes les jeunesses. Quel discours nos réservistes citoyens peuvent tenir pour bien faire comprendre les articulations du modèle de défense et le rôle de l'armée de terre? Alors, je suis très mal à l'aise, donc je ne vais pas vous donner des conseils. Je vais faire mon coming out, je ne suis pas réserviste citoyenne de l'armée de terre. Donc, je n'ai vraiment aucun conseil. Et non, surtout pas. Je suis pas sûre d'avoir besoin de 2-3 services, mais bon. Donc, j'ai assez peu de conseils à vous donner. J'ai réfléchi à ce que je pouvais répondre à cette question. Je dirais peut-être se former pour transmettre, c'est un truc de prof. Mais ça marche pas si mal que ça. En fait, quand même, moi j'ai une espèce de scrupule éthique avant d'aller parler aux gens de quelque chose, se former. Je sais que vous le faites, mais cette évidence, je pense que c'est toujours bien de la rappeler. Lire, tout ça, voilà. Toute chose que vous savez, toujours une interrogation sur est-ce qu'il faut chercher à faire adhérer ou à faire comprendre. Et mon expérience d'enseignante, alors à l'université, donc c'est un peu différent évidemment, mais c'est quand même que d'abord, quand on essaye de faire comprendre, souvent après il n'y a pas forcément besoin de faire adhérer,
et que c'est souvent plus efficace. Et quand même, il y a une vraie question, tu le disais, vous le disiez, je ne sais plus, Anaïs, sur faire comprendre les articulations de notre modèle de défense. Moi, ce qui me frappe dans mes archives depuis les années 60, c'est à quel point il y a une difficulté. Alors, parce que notre modèle de défense, il n'est pas simple. Il faut accepter cette tension de notre modèle, qui est que sous plafond nucléaire, depuis les années 60, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux Français ce qui peut être attendu d'eux. Voilà. Quand on avait besoin d'eux pour jouer le rôle de rempart à la frontière, c'était assez simple, même si ça pouvait provoquer de la réticence, de l'évitement de cette adversité-là, mais il y avait quelque chose de simple. Les officiers supérieurs généraux écrivent pendant toutes les années 60, surtout dans l'armée de terre et dans la marine, pour connaître moi dans l'armée de l'air, à quel point ils se trouvent face à un sujet éminemment complexe. Comment faire comprendre ça aux Français? Et je crois que quand on commence à dire à des jeunes Français que oui, c'est compliqué, et que oui, ça ne va pas de soi, on peut faire comprendre beaucoup plus de choses que si on faisait comme si ça n'est pas compliqué, comme si ça allait de soi. En fait, ça ne va pas de soi. Et cette tension-là, je pense qu'il faut peut-être l'assumer, lire ce qu'écrit chef d'état-major de l'armée de terre sur LinkedIn, sur l'épaulement, il y a une semaine, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, assumer cette complexité du modèle. Et donc se former aussi pour la faire comprendre. Et puis la troisième chose, sortir de ce paysage de crise, c'est aussi quelque chose qui marque vraiment depuis les années 70. On dit aux jeunes, engagez-vous parce qu'il y a la crise, mais en fait, il y a trop de crises. Et comme toutes les crises, y compris dans leur vie, je crois que c'est vraiment, faut sortir. Toutes les crises sont connectées les unes aux autres, les crises extérieures, les crises intérieures, les crises familiales. Il faut sortir de ce paysage de crise et essayer de... C'est pas moi qui le dis, les chercheurs qui travaillent sur la résilience sérieusement, pas avec du bullshit, comme disait le général Goujon tout à l'heure, montrent que vraiment, une population se projette dans l'action qui est attendue d'elle, dans les actions attendues d'elle. Il faut qu'elle puisse avoir en tête des scénarios concrets. Une catastrophe naturelle, c'est pas une crise financière, c'est pas le Covid, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un attentat, et en fait, toutes ces adversités, j'ose plus employer votre crise, renvoient à des actions différentes, à des solutions différentes, et je crois que là-dessus, il y a un truc à jouer aussi pour la réserve citoyenne. Je m'arrête, pardon. Très bien. Jérôme, à vous, un mot de conclusion, vous adressez à vos camarades réservistes. Alors ça, c'était pas prévu. Non, je crois avoir été clair. Je cite à nouveau Bénédicte, qui cite le président Pompidou, et le président Pompidou qui en fait nous donne la philosophie, une sorte de boussole de ce que nous devons faire. Toute défense nationale dépend du ressort moral, de la résolution, de la volonté de vivre qui anime un peuple. Et je pense que nous faisons partie de ces animateurs de la détermination de notre peuple. C'est une belle conclusion. Je vais très rapidement. Mais en préparant le débat, il y a une question qu'on s'est posée, c'est quand est-ce que, qui m'a été posée, quand est-ce que j'ai rencontré l'armée de terre pour la première fois. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai grandi à Compiègne, qui était encore un territoire militaire il y a quasi 15 ans quand même maintenant, et donc j'ai rencontré vraiment l'armée de terre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où c'est plus possible. Et donc, plutôt que de citer une initiative spécifique des réservistes de défense, moi je reprends complètement les mots d'ambassadeur, le mot d'ambassadeur qui a été utilisé lors du jour de ce matin par le général d'Armechil, c'est vous êtes des ambassadeurs. Il faut que les jeunes, ils disent, bah oui, en fait j'ai déjà rencontré l'armée de terre parce que j'ai rencontré des réservistes citoyens. Et je pense que c'est ça vraiment le rôle, c'est d'avoir des gens qui sont acculturés, qui ont décidé de manière complètement volontaire d'aller prendre de leur temps libre sans porter le treillis et de vendre en quelque sorte l'armée de terre et qu'on se recule. Et je pense que c'est vraiment ça la force des réservistes citoyens. C'est ce que je voulais rajouter. Eh bien, à vous de jouer donc. Et merci à tous les quatre pour cette temps.